Il y a donc 4 raisons pour lesquelles c'est important de parler de l'immigration. D'abord parce que c'est une réelle crise humaine. Ensuite parce qu'on est en train de voir s'ancrer face à ça l'idée que la bêtise serait force et que l'intelligence serait faiblesse. Après, parce que cette crise, c'est celle aujourd'hui du rêve européen et qu'elle devient que cette dispute de civilisation est en train de devenir plus globalement un facteur de déstabilisation de l'établissement de cette coopération mondiale que nous souhaitons. Enfin, parce qu'il y a des solutions, ça c'est sûr, elles ne seront pas simples, mais une France pour qui l'accueil, le développement de tous et le respect des lois devront être inconditionnels le pourrait. L'immigration est trop importante, ça c'est vrai. Et d'abord pour les migrants. Qu'il y ait aujourd'hui autant de conflits, de massacres à la machette, de viols, de prostitution, de persécutions, c'est un problème. Et fermer les écoutilles ne changera rien. Il faudra d'abord développer les pays, comme on l'a vu jusqu'ici, et non les opprimer comme c'est le cas aujourd'hui. Cela est indispensable, mais ne résoudra pas tout seul la question migratoire. Il faudra, je ne vais pas vous proposer de choisir aujourd'hui entre ouvrir ou fermer les frontières. En l'état actuel des choses, ni l'un ni l'autre ne suffisent à une solution pour quiconque. Dans les règles du jeu actuel, se suffire d'ouvrir les frontières ajouterait chômage au chômage et frustration de ne pas parler français à la peur de ne pas comprendre le farci. De l'autre côté, fermer les frontières n'arrêtera pas grand-chose à l'immigration, si ce n'est les rendre plus complexes. Nous avons pu, à ce début d'année, Jacques en parlait, rencontrer des acteurs de terrain, d'abord Cédric Héroux et puis l'association de l'Auberge des migrants, avec qui on a fait une vidéo et qui a reçu quelques réactions sur Facebook. C'est pas à nous de payer pour eux. En France, il y a eu des guerres et les anciens se sont battus. Eux, ils sont même pas en guerre pour la plupart. Ils veulent juste profiter qu'ils dégagent en Afrique, c'est tout. Ça fera des racailles en moins. Encore un vendu, prends-les chez toi, nous bien français, on n'en veut pas. Traîtres, vendus, ordures, etc. Vu le courage qui rayonne de leurs propos, il est certain que la plupart d'entre eux se lâchent sur les réseaux comme ils ne se lâcheraient pas ailleurs. Mais c'est un fait, il y a de plus en plus ces résurgences fascistes et l'on nous propose assez généralement une confrontation entre d'un côté les progressistes, de l'autre les nationalistes ou les globalistes face aux patriotes. Pourtant ce débat n'a pas grand-chose à voir avec la réalité. Le premier pays qui a réinstauré le contrôle à ses frontières et qui a rompu les accords de Schengen, ce n'est pas la Hongrie de Orban, c'est l'Allemagne de Merkel, en septembre 2015. La Hongrie a suivi le mois suivant et la France le mois d'après. Et derrière les discours d'humanisme, on retrouve chez Merkel et Macron la même hypocrisie envers les migrants qu'envers nous. C'est comme avec les votes au référendum, c'est quand ça les arrange. Un peu de main-d'œuvre pas chère, un peu de jeunesse en Allemagne, mais pas trop non plus. La réalité, c'est qu'une grosse partie des problèmes de l'immigration sont dus d'abord à la politique migratoire elle-même. Parce que ces politiques poussent les migrants à l'illégalité. La politique européenne consiste essentiellement à se jeter les migrants comme des patates chaudes. D'abord sur la Turquie, que l'on paye cher, et l'Angleterre sur la France, avec les accords du Touquet. Et s'ils arrivent tout de même sur le sol européen, les accords de Dublin permettent de les rejeter sur l'Italie, la Grèce ou l'Allemagne, ou l'Espagne, pardon. Pour aller jusqu'en Angleterre ou en Allemagne, justement, les migrants se retrouvent alors à tout faire pour ne pas être contrôlés et risquer de voir leur empreinte être enregistrée au risque de se retrouver stoppés sur leur chemin. C'est ainsi que s'accumulent les migrants à Calais ou dans certains coins de Paris, dans l'espoir de traverser la France et la Manche. C'est cette même illégalité qui pousse ensuite Gérard Collomb à toute cette détermination, à laisser pourrir la situation à Calais, à saccager les tentes et les duvets, à ne pas fournir le minimum vital et harceler les associations, pour dissuader les migrants de venir jusqu'ici, et à militariser la frontière franco-italienne, pour refouler les migrants sans même qu'ils n'aient le temps de faire quelconque demande d'asile en leur niant leurs droits fondamentaux. Les associations, et entre autres Cédric Héroux, se battent pour donner aux migrants l'accueil matériel, mais aussi l'accès à leurs droits. Ils ne parlent que rarement français et le lisent encore moins.
ne connaissent pas le pays et sont très peu au fait de comment ça marche. À la frontière italienne, c'est 80 000 reconductions à la frontière l'an passé. Mais ce sont 5, 6 ou 10 fois les mêmes personnes qui tentent de passer. Dans la vallée de la Roya est désormais établie une bande frontalière de plusieurs kilomètres avec checkpoint, police nationale, gendarmerie, police à la frontière, BAC, et il y a encore peu la Légion étrangère. Vous aviez ainsi des mineurs qui avaient traversé toute l'Afrique, la Libye avec ses horreurs, et qui se retrouvaient dans les montagnes en train d'être coursés par des Russes ou des Ukrainiens de la Légion étrangère, le FAMAS à la main. Ces migrants se cassent la gueule dans les rochers ou vont plus haut dans les Alpes jusqu'en hiver. Et ce printemps, au dégel, on a retrouvé plusieurs cadavres. Au total, c'est 22 morts qui sont connus depuis 2016. Bref, la politique européenne pousse autant les migrants à l'illégalité que les migrants sont prêts à y prendre le risque. Que ce soit pour eux ou pour nous-mêmes, il vaut mieux savoir qui entre sur le territoire. Nous devrions donner donc les moyens à un réel accueil matériel et accès aux droits fondamentaux. La loi Asile et Immigration de Colomb, c'est l'inverse. L'entretien pour la demande d'asile et comprendre leur histoire, pour savoir de qui il s'agit, pourra se faire sans pitié par visioconférence. Si un migrant met trop de temps à faire sa demande, il passera en processus accéléré. Dernière chose, elle rend possible de reconduire à la frontière un demandeur d'asile avant même qu'il ait eu sa réponse à son recours, ce qui est contraire à la Convention de Genève. À propos des frontières et pour ceux qui souhaitent les fermer, alors c'est sûr, ceux qui sont effectivement prêts à noyer les migrants ou à les renvoyer parmi les chefs de guerre libyens comme Éric Ciotti, vous ne saisirez pas l'enjeu. Enfin, ces gens-là ne saisiraient pas l'enjeu. D'abord à savoir que l'identification des migrants à leur arrivée est quelque peu compliquée. Ils jettent souvent leurs papiers sur la route pour ne pas se faire reconduire d'où ils viennent sur la base que leur pays serait sûr. L'Allemagne, par exemple, considère l'Afghanistan comme un pays sûr, alors que l'an passé, leur ambassade s'est fait exploser. Donc, quand vous ne savez pas à qui vous avez affaire, vous faites quoi? Si c'est un terroriste, vous ne savez pas, mais vous devriez savoir qu'avant tout, la France n'aurait pas dû couper ses liens diplomatiques avec le gouvernement syrien, et encore plus avec ses services de renseignement. Bref, dans le doute, il faut accueillir. Après, le travail, il est à l'intérieur des frontières. Notre rôle, c'est de faire que sur ce territoire, tout le monde ait à répondre aux mêmes lois, que ce soit les migrants, les quartiers, et jusque dans les banques et les recoins de Levallois-Perret. Enfin, il y a le mythe des renvois à la frontière. Parce que, ma foi, il est clair que si un demandeur d'asile commet un délit, pas totalement minime, ou même un étranger avec un visa, on doit le reconduire là d'où il vient. Le problème reste qu'on ne débarque pas quelqu'un dans un pays comme ça. Il y a nécessité d'avoir l'accord du pays, ça traîne, ou ça ne se fait pas du tout, et c'est ce qui explique le peu de reconduite à la frontière malgré les décisions ordonnées. Mais même en y allant plus durement avec les pays concernés, ce qui pourrait être fait, il est vraiment compliqué dans certains pays de faire atterrir un avion sans prévenir. Arrive donc la question de l'intégration sur le territoire. D'abord, les chiffres avancés sont régulièrement de 200 000 entrées légales chaque année en France et 200 000 entrées illégales en Europe. Je ne vais pas détailler là, ça vous dirait, je vous expliquerai plus tard, mais à savoir qu'il faut quand même comparer au nombre de gens qui sortent de France, le nombre d'étudiants et de visas de travail qui font partie des gens qui rentrent, et surtout de comparer à l'ensemble de la population. Surtout, notre politique d'intégration crée aussi ses propres problèmes. L'interdiction faite de travailler les 6 premiers mois de la demande d'asile en échange de 230 € par mois pousse au ghetto, au trafic et au black. Il faut rendre possible aux migrants de travailler au plus tôt. C'est la condition de l'intégration, et encore une fois, cela doit avoir lieu dans une politique économique toute différente de l'actuelle. Mais c'est pourtant bien ce qu'il s'agit de faire. Enfin, pour la mise en concurrence des migrants avec les locaux, il faut commencer par s'en prendre à la mise en concurrence des marchandises. C'est le libre-échange et l'Union européenne qui font importer des marchandises que nous n'aurions pas le droit de produire ici, et qui tirent les salaires vers le bas. Pour régler la question du travail au noir, il faut d'abord donner les moyens à l'inspection du travail. C'est plus à la mode de nos gouvernements, mais il faut le faire. Deuxième chose, les migrants qui n'ont pas eu le droit à l'asile et que l'on n'a pas pu reconduire chez eux doivent obtenir le visa pour justement ne pas se retrouver au black, à condition bien sûr qu'ils n'aient pas commis d'infraction sérieuse. En 2 secondes,
pour ceux qui ont peur pour la culture française, etc., à savoir que l'Afrique va passer de 1,3 à 2,5 milliards, pendant que l'Europe passe de 450 à 400 millions, ça c'est d'ici 2050. À savoir aussi que la Hongrie est passée de 11 à 10 millions de personnes en 20 ans. La Pologne a perdu 1 million de personnes sur 40 millions, en 20 ans également. Et la France, elle aussi, depuis la crise, on a vu passer de 140 000 à 210 000 le nombre de sorties de Français qui vont s'installer ailleurs, et à 80% des moins de 30 ans. Donc, grosso modo, on a autant de mal en France et en Europe à intégrer les immigrés que d'intégrer les nouveau-nés. Autant de mal à avoir un avenir clair avec l'immigration que de faire discerner un avenir clair aux jeunes. Pour autant, ça me paraît une bonne nouvelle que les Africains quand même soient plus nombreux, et si l'Europe vieillit, c'est à nous de nous en vouloir. Si on veut répondre à ça, c'est pas d'en appeler à Jeanne d'Arc qui sera une solution, c'est d'aller plus loin dans la citoyenneté nationale et internationale. Alors, si la culture vit un péril, c'est d'abord l'absence de prise de risque. Les Wauquiez, les Dupont-Aignan, les autres Le Pen devraient commencer par s'en prendre à l'omniprésence de la précaution à l'école et en général, qui fait que les classes de découverte ne se font plus, les classes de découverte se font de plus en plus rares, comme sauter le feu de la Saint-Jean. Le danger qui guette notre culture, c'est d'avoir des gosses qui grandissent assis. La possibilité d'une société qui intègre différents horizons culturels nécessite cette prise de risque et certaines conditions économiques et sociales, celles qui permettront le temps de l'échange, le temps d'apprendre le français, la découverte des uns des autres, que cela se transforme en réelle compréhension mutuelle et en application concrète et atouts économiques. Par là même, en ayant mis de côté les Prozac et les burn-out, nous aurons sans forcer le mariage à 20 ans et les 6 enfants par femme, une natalité sûrement toute différente. Si ce n'est pas la natalité qu'il faut fixer comme objectif, en tout cas c'est le bien-être familial. Dans ce respect des personnes, il faut donner accès aux immigrés, donner les moyens d'intégration aux immigrés. Une fois donné un visa, il faut donner aussi accès à 600 heures de français, à des cours d'orientation, de l'instruction civique, à participer au conseil de quartier, à participer à l'organisation des maisons du citoyen et la présence locale des services publics, et enfin accès aux élections locales au bout d'un certain moment. Et par rapport au monde, par rapport à être citoyen dans le monde, il nous faut aujourd'hui créer un ministère de la coopération, du co-développement et de l'intégration. Et mettre à la poubelle la France-Afrique, le franc CFA, l'OTAN, les dettes illégitimes et les ventes d'armes françaises pour massacrer au Yémen. Il nous faut savoir travailler avec nos diasporas, qui représentent aujourd'hui un atout pour passer de l'ère de l'aide au développement à l'ère de la coopération. Avec eux, nous pourrons passer d'une politique de l'aide à coups de chèque, dans une économie inéquitable et sans réel objectif de développement, à une politique où l'on parle moyens de transport, industrie, recherche scientifique et échange dans tous les domaines. La Chine a aujourd'hui ouvert une brèche. Il y avait ce début de septembre, à Beijing, la 7e édition du sommet Chine-Afrique, avec les dirigeants de tous les pays africains, 54. A été fait le point sur 50 milliards d'euros d'investissements chinois engagés depuis l'an passé dans de grands chantiers en Afrique, et de continuer sur la lancée. 25 000 médecins chinois en Afrique, 43 000 étudiants africains en Chine, dont 20 000 bourses chinoises. Un quart des importations africaines depuis la Chine sont des machines-outils et du ferroviaire. 88% des salariés des entreprises chinoises en Afrique sont africains et 47% de leurs cadres. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, j'en suis désolé. Il y a plein de choses qu'on a écrit là-dessus, notamment ce début septembre sur le site, il y a tout. Mais il y a un truc à savoir, en 2016, la Chine est venue proposer à la France de fonder le fonds sino-français. Ça a été fait, mais en revanche, ils ont proposé de mettre 50 milliards dans ce fonds pour investir notamment en Afrique. La France a répondu 300 millions. C'est tout ce qu'on peut faire. Tout ce travail dans le monde ne pourra se faire qu'avec les gens concernés. Et ce sera d'autant plus efficace que ce soit donc les diasporas, mais aussi les collectivités locales, les régions, pour anticiper les possibilités d'accueil, de travail, et pour étoffer les coopérations en double sens. En plus d'étouffer les collectivités locales, le gouvernement combat et harcèle les associations qui se chargent de le remplacer. Là où il ne respecte plus l'état de droit, là où il refuse aux migrants leurs droits fondamentaux. Récemment, Cédric Herrou a obtenu une victoire que tout bon Français devrait apprécier. Il a obtenu la définition légale du mot fraternité. Liberté et égalité étaient définies, mais fraternité l'a été cette année. La réalité, c'est que nos concitoyens sont aussi peu appelés à s'intégrer que les immigrés.
Le week-end qui suivait le 21 avril 2002, j'étais avec un pote qui venait tout juste de profiter de ses 18 ans pour voter Le Pen. Et après quelques envolées, il a décidé de déchirer sa carte d'électeur, à 18 ans. Le travail sur nos concitoyens qui ont pour réflexe de se trouver une tête de turc ou des théories fumeuses sont à prendre à notre charge. Ce sera long, parfois juste impossible, mais il va falloir les travailler au corps. Ce n'est pas seulement sur la question de l'immigration que les choses se jouent, c'est en général sur tout sujet. Mais surtout, il va falloir les pousser à toujours réfléchir, à ne pas se dérober à leurs responsabilités. Ceux qui pensent que la Terre est plate, que les saisons sont dues à notre distance au Soleil, qu'ils ne doivent rien à personne et se sont faits tout seuls, que leurs gosses ont toujours raison et les profs toujours tort, etc. Ce dont notre pays a besoin, c'est qu'on ne laisse plus aussi facilement nos amis, nos proches, n'importe qui penser n'importe quoi et dire n'importe quoi. Élection ou pas, ça passera par ça. Voilà.